Bonjour, alors aujourd'hui on va parler de l'origine des groupes et des espèces qui se succèdent au cours des temps géologiques. Nous avons pu constater dans les activités précédentes que les espèces qui sont présentes aujourd'hui sur Terre ne sont pas les mêmes que celles qui existaient il y a quelques millions d'années. Et donc cela signifie que les espèces ne sont pas éternelles et qu'elles se renouvellent au fur et à mesure que le temps passe. Alors on a vu que ce renouvellement pouvait se faire de manière régulière, constante, ou bien qu'il pouvait se faire de manière beaucoup plus brutale, plus violente, par exemple lors des crises biologiques qui sont constituées d'une crise d'extinction massive suivie d'une augmentation de la diversité. Donc, qu'est-ce qui permet d'expliquer l'apparition de nouvelles espèces, comme le montre l'étude des fossiles que l'on trouve dans les roches sédimentaires. Donc, quelle est l'origine donc de ces nouvelles espèces qui apparaissent au fur et à mesure du temps? Pour ceci, je vous propose un document qui présente les membres antérieurs de quelques vertébrés. Alors, vous avez donc un bras humain, une aile d'un oiseau, une nageoire d'un dauphin, une patte de grenouille, une aile de chauve-souris et une patte de lézard. Alors, extérieurement, ces membres sont très différents les uns des autres et ils ont des fonctions qui sont très différentes. Attraper des branches, attraper des objets, voler, nager, courir, sauter, voler. Donc, des fonctions qui sont vraiment très différentes les unes des autres. Cependant, lorsqu'on regarde l'organisation des os à l'intérieur de ces membres, on se rend compte qu'il y a des similitudes entre ces membres. Alors pour mettre un peu ça en évidence, j'ai mis quelques couleurs, j'ai colorié les différents os que l'on trouve dans ces membres. Donc par exemple ici sur le membre humain, vous avez donc le premier des os ici de ce côté-là, qui est l'omoplate, la ceinture scapulaire, qui est suivi ensuite par un humérus, puis dans l'avant-bras, deux os qui sont le radius et le cubitus, et au niveau du poignet et de la main, donc nous avons tout un tas de petits os représentés en violet ici, qui sont des carpes. Et ensuite au niveau des doigts, qui constituent les phalanges, ce sont des métacarpes. Lorsque on regarde chez un oiseau, eh bien on va retrouver les mêmes os, donc ici la ceinture scapulaire, l'humérus, le radius et le cubitus, les carpes et les métacarpes tout au long de cette aile. Alors évidemment les os ne sont pas exactement identiques, ils sont plus ou moins longs, plus ou moins nombreux, certains sont soudés, ils forment un seul os, mais l'organisation globale est très similaire à ce que l'on trouve dans le membre de l'homme. Si on regarde chez le dauphin, eh bien on va retrouver à nouveau la ceinture scapulaire, l'humérus, le radius et le cubitus, les carpes et les métacarpes. Bien entendu, ils sont un peu plus nombreux, pas exactement les mêmes formes, mais l'organisation globale est aussi très semblable. Alors on va maintenant regarder un peu chez les autres. La grenouille, on va retrouver les mêmes choses, toujours les mêmes os. L'aile de la chauve-souris de même, avec quelque chose qui nous fait bien penser à une main. En fait, l'aile de la chauve-souris est constituée de ses doigts qui sont reliés par une membrane qui est entre les doigts. Donc vous avez ici les métacarpes qui constituent les phalanges, qui sont donc l'équivalent de nos doigts, mais plus allongés. Donc la même organisation que dans les autres, et il en va de même pour la patte du lézard. Voilà, alors on va essayer de comprendre ce sur quoi ça nous renseigne, cette organisation qui est similaire. On sait que on trouve chez les individus des caractères acquis qui proviennent de l'environnement, de facteurs environnementaux, et des caractères héréditaires. Cette organisation est un caractère héréditaire, bien sûr, ce qui signifie qu'elle est liée à des gènes et des allèles. Donc, puisque l'organisation est très semblable entre ces six membres, que ces six espèces ont des gènes ou des allèles identiques. Nous savons aussi que les allèles sont issus de nos parents. Ce sont nos parents qui nous transmettent une partie de leurs gènes via les cellules reproductrices et eux-mêmes les détenaient de leurs propres parents, nos grands-parents. Donc, en poussant ce raisonnement au bout, puisqu'il y a des gènes en commun entre ces différentes espèces, que les gènes sont transmis des parents à leurs enfants, on va pouvoir admettre qu'il existe un lien de parenté entre ces espèces qui appartiennent au même groupe, au groupe des vertébrés. Autrement dit que ces différentes espèces ont une espèce ancestrale commune. Donc, pour résumer cela, la présence de caractères communs, par exemple, nous avons vu ici l'organisation des membres de vertébrés entre différentes espèces de même groupe. Par exemple, dans le cas étudié, c'est le groupe des vertébrés, indique qu'il existe des gènes et des allèles communs entre ces espèces.
Nous savons que les gènes des allèles sont transmis lors de la reproduction. On peut donc résumer que l'existence de ressemblances entre différentes espèces de même groupe indique qu'il existe des liens de parenté entre ces espèces. On peut dire qu'il existe une espèce ancestrale commune à ces différentes espèces. Alors comment on peut mieux explorer ceci? Comment ça se traduit dans les classifications? Puisque là nous avons parlé des vertébrés. Eh bien nous allons explorer ceci à partir d'un logiciel qui s'intitule Phylogène. Alors voici le logiciel Phylogène. Je vous mettrai un lien dans les commentaires de la vidéo. Un lien pour pouvoir le télécharger si vous le désirez. Ce logiciel permet de réaliser, de construire des classifications. Alors on a plusieurs collections de différents êtres vivants. Je vais utiliser voilà, celui-ci, vertébrés collège. Je vais utiliser cette collection. Ok. Dans cette collection, nous avons un chat, le crapaud, le crocodile, le gorille, un homme, la lamproie, le lézard, la mésange, le pigeon, le requin et la sardine. Nous allons donc construire ici une classification. Nous allons classer ces êtres vivants. Donc on va cliquer tout d'abord ici pour construire un tableau dans lequel nous allons présenter l'ensemble de ces êtres vivants. Je les sélectionne donc ici, la mésange, le pigeon et la sardine. Et voici, ils sont donc en titre des lignes de ce tableau et on a besoin pour classer de caractères. On classe en fonction de caractères qui sont présents et qui sont communs. Donc nous allons utiliser les caractères qui nous sont donnés, l'amnios, le bréchet, le cou, ainsi de suite. Je vais tous les sélectionner. Vous voyez qu'en même temps que je les sélectionne, ils s'affichent en titre de colonne de mon tableau à double entrée. Alors ensuite, il va falloir remplir les cases ici. Donc, on me propose chat amnios. Est-ce que le chat possède un amnios? Alors, si on ne sait pas ce que c'est qu'un amnios, c'est pas très grave. On clique sur la case et on a ici une information, un petit schéma qui montre un embryon de chat avec le placenta. Et on voit que cet embryon est contenu dans une poche avec un liquide. Et donc, il y a une paroi qui s'appelle l'amnios, qui entoure la cavité amniotique avec le liquide qui est tout autour de l'embryon. Donc le chat possède bien un amnios, je clique sur présent, ça s'affiche. Le crapaud ne possède pas d'amnios, je clique sur absent. Le crocodile, lui, possède un amnios. Le gorille possède un amnios, il est présent. L'homme aussi. La lamproie n'en possède pas. Le lézard possède un amnios. La mésange en possède un. Le pigeon aussi. Le requin n'en possède pas. Et la sardine ne possède pas un amnios. Deuxième critère, c'est le bréchet. Alors le bréchet, c'est un prolongement du sternum qui est présent chez les oiseaux. Alors, vous avez ceci sur l'illustration. Voici le bréchet qui est là. C'est un prolongement sur lequel vont se fixer les muscles alaires, les muscles qui permettent aux oiseaux de voler. En quelque sorte, ce sont les pectoraux qui vont permettre de déplacer les ailes avec beaucoup de puissance. Donc, il n'y a que les oiseaux qui possèdent ce critère. Il est donc absent chez les autres espèces. Voilà. Alors pour gagner un peu de temps, j'avais déjà préparé le tableau, le voici. Je l'ai complété. Mais ceci ne constitue pas vraiment une classification. Comment vais-je pouvoir organiser un peu tout cela? Eh bien, je vais cliquer ici. Le tableau apparaît donc maintenant ici avec en jaune lorsque le critère est présent et en blanc lorsqu'il est absent. Alors là aussi c'est un peu encore confus, mais je vais pouvoir organiser ce tableau en déplaçant les critères. Donc le plus présent, je vais le mettre à gauche, donc crâne et vertèbres présents chez tous les individus. Ensuite nous avons le squelette osseux qui est parmi les premiers. Nous avons la mâchoire, le cou par ici, hop, et ainsi de suite. Je classe donc mes critères du plus présent au moins présent. Voilà, donc j'en ai 3. Ici, l'amnios sera par là. Et donc les derniers critères, le bréchet, les plumes ne sont présents que chez 2 espèces, donc chez la mésange et le pigeon. Alors, je vais organiser encore un peu mieux mon tableau. Donc par exemple, je vois que tous les animaux ont un crâne et des vertèbres, que tous sauf la lamproie possèdent une mâchoire. Donc la lamproie, je vais la décaler vers le bas. La voici. Donc tous les animaux à mâchoire ont un crâne et des vertèbres. La lamproie n'a pas de mâchoire, mais elle a un crâne et des vertèbres. Je continue mon organisation du tableau. Le crapaud, je vais l'abaisser par ici. Le crocodile
aussi. Je vais pouvoir ensuite remonter la mésange, le pigeon et le crocodile. Et voilà, j'ai organisé donc mon tableau, ma matrice, et commence à apparaître des groupes. Vous voyez par exemple le groupe des animaux qui ont un crâne et des vertèbres, le groupe des animaux qui ont une mâchoire, tout ceci, un squelette osseux, et ainsi de suite, jusqu'au plus petit groupe qui sont le groupe des animaux avec un bréchet et une plume, donc dans lequel il n'y a que 2 espèces parmi les animaux de ma collection, le pigeon et la mésange. Alors je peux demander à l'application de construire les groupes, les ensembles, les boîtes. Donc il faut que je clique là-dessus et que je sélectionne les critères. Donc premier critère, voici, je clique sur crâne et vertèbres et le premier groupe se construit. Il se construit donc sous forme d'un rectangle qui contient les espèces possédant le critère correspondant au groupe à la boîte. Le deuxième critère, il s'agit de la mâchoire. Donc la mâchoire, eh bien, ce sont des animaux qui possèdent un crâne et des vertèbres. Donc vous voyez que le chat, le gorille sont inclus ici. Il n'y a que la lamproie qui n'a pas de mâchoire. Donc je peux l'intégrer et voilà. Donc ce groupe est inclus dans le premier. Alors je vais pouvoir ensuite faire ça de manière automatique. Donc troisième critère, squelette osseux. On va intégrer le squelette osseux, y compris ici. Vous voyez qu'il fait partie de ce groupe. Et je peux même le mettre dans le groupe des animaux qui ont une mâchoire. Hop. Alors on va faire ça de manière automatique maintenant. Donc je clique sur le critère suivant qui est la présence de doigts, qui est inclus dans le critère squelette osseux, le cou, l'amnios. Vous voyez qu'au fur et à mesure, des groupes se construisent, ils sont inclus les uns dans les autres. Pour l'instant, là on voit bien que les 3 qui possèdent des mamelles et une mâchoire, un seul os et des poils sont inclus dans le groupe précédent, celui des animaux qui ont plus de 3 vertèbres cervicales. Donc je les sélectionne les 3 et les voici. Par contre, ce groupe-là n'est pas inclus dans le précédent qui vient d'être créé, puisqu'on voit que ceux qui ont une fenêtre mandibulaire n'ont pas de mamelles, de mâchoire en un seul os et de poils. Par contre, ils ont un cou avec plus de 3 vertèbres cervicales. Donc, ils seront inclus ici. Je clique et donc voici ce groupe qui se crée ici. Si je le déclique, il disparaît, les animaux restent ici. Donc, on va tous les sélectionner et voici ma classification qui s'est construite. Alors l'objectif de construire une classification, il est de comprendre les liens de parenté qui existent entre ces espèces. On voit bien que le pigeon est plus proche d'une mésange. Mais on va le représenter de manière un peu plus visuelle. Alors je vais désélectionner l'ensemble de mes critères, je vais garder juste celui-ci et je vais demander d'afficher un arbre. Alors si j'affiche un arbre des parentés, je construis l'ensemble, je place l'ensemble de mes espèces, un point ici et des branches qui relient ce point à mes espèces d'aujourd'hui. Ce point-là traduit que toutes ces espèces ont une espèce ancestrale commune, puisqu'ils partagent un critère qui est la présence d'un crâne et des vertèbres. Ça signifie qu'ils sont issus d'une même espèce qui a existé dans le passé. Plus je descends, plus je vais dans le passé. Et donc cette espèce n'existe plus aujourd'hui, c'est une espèce ancienne. Cette espèce donc est l'espèce ancestrale de l'ensemble des animaux, puisque tous ont ce critère. Je clique sur le deuxième critère. À ce moment-là, je crée, vous le voyez, un deuxième point qui est ici, un deuxième nœud sur lequel s'accrochent des branches. Ce point correspond à un deuxième ancêtre commun au chat, au gorille, etc., mais qui n'est pas l'ancêtre de la lamproie. Cette espèce ici est pareil, une espèce ancienne qui n'existe plus. C'est une espèce qui a transmis le critère mâchoire, la caractéristique d'avoir une mâchoire à ces animaux-là. La lamproie n'ayant pas de mâchoire, elle ne possède pas cette espèce pour ancêtre. Et ainsi de suite, je précise ma classification et je construis en même temps mes liens de parenté au fur et à mesure que je sélectionne et que je prends en compte des critères. Donc, vous voyez que je construis la classification, l'arbre des liens de parenté se construit et devient de plus en plus précis. Je peux voir, une fois que j'ai sélectionné l'ensemble de mes critères, je peux voir plusieurs informations intéressantes. Par exemple, donc ici nous avons une espèce ancestrale au chat, au gorille et à l'homme. C'est une espèce qui a transmis un critère que l'on trouve chez ces 3 espèces, qui est en fait la capacité d'avoir des mamelles, une mâchoire en un seul os et des poils. Cette espèce-là, ancestrale, est l'ancêtre du chat, du gorille et de l'homme, mais n'est pas l'ancêtre du crocodile, de la mésange et du pigeon. Les critères que j'ai cités ne sont pas présents chez
les autres espèces. Donc ce n'est que l'espèce, cette espèce-là n'est que l'espèce du chat, du gorille et de l'homme. On peut voir ensuite ici, par exemple, une autre espèce, qui est l'espèce ancestrale du gorille, de la mésange et du pigeon. Ça signifie que ces trois espèces ont un critère en commun que le lézard n'a pas, ce qui signifie que le crocodile est plus proche parent de la mésange et du pigeon. Plus proche parent signifie que le crocodile a une espèce ancestrale avec la mésange et le pigeon, qui est plus récente que l'espèce ancestrale que le crocodile a avec le lézard, qui est ici, et d'ailleurs aussi avec d'autres espèces. Un crocodile est davantage semblable à une mésange et un pigeon. Il partage plus de critères avec les oiseaux qu'avec un lézard. Notamment le critère qui est la présence d'une fenêtre mandibulaire, c'est-à-dire d'un trou dans la mandibule, dans le bas de la mâchoire inférieure. Voilà, je vous remercie.